La prochaine session va porter sur les chaînes de valeur du riz fortifié. Et cette session sera modérée par le docteur Robert Gay. Le docteur Robert Gay est un phytogénéticien sélectionné chevronné qui a occupé plusieurs postes et plusieurs fonctions à la FAO depuis 2005 et aujourd'hui, il occupe le poste du représentant du bureau sous-régional de l'Afrique de l'Ouest de la FAO basé à Dakar. Docteur Gay, vous avez la parole. Merci beaucoup, Simplice. J'espère que vous m'entendez. Très bien, très bien. Okay. Thank you for your introduction. Honorable ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you for joining us for this session. I'm pleased to be your moderator for this session on rice valuation and fortification. Excellencies, it is well established that each year more children die as a result of undernutrition than of AIDS, malaria, or tuberculosis combined. The SOPHI 2020 of FAO report shows that in sub-Saharan Africa, 675 million people do not have regular access to nutritious and sufficient food. The bad news is that 29% of children under the age of 5 are stunted. So ending malnutrition by 2030 is a core element to the Sustainable Development Goal and underpins a global and collective work towards zero hunger. It's important to note that rice is staple food for more than 3 billion people. So the fortification, as we just discussed for Côte d'Ivoire and other countries, is very important. However, many challenges still exist for rice fortification programs to be fully utilized. And I think that was very much elaborated by the previous speaker. At this point, we will dive straight into our panel discussion and get different perspectives from across countries, regions, and government. So I'm pleased to introduce to you our panelists of today's, of this session. The first one is Mr. Sekou Sangaré. Sekou Sangaré est le commissaire de la CEDEAO en charge du département agriculture, environnement et des ressources en eau. Avant la CEDEAO, il a occupé des hautes fonctions administratives dans son pays, la République de Guinée, entre autres. Il était conseiller auprès de Monsieur le Président de la République chargé du développement rural et agricole, secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et aussi directeur de cellules agriculture et administration et contrôle des grands projets publics. Il est titulaire de plusieurs diplômes supérieurs dans les domaines du génie rural, des finances, banques, la gestion des entreprises, le développement économique et social. He will be followed by Dr. Harold Roy McCauley. He's the director, the regional director, East and South Africa, Southern Africa, for one CGR, and director general of the Africa Rice Center. He has nearly 30 years of experience in agricultural research for development with extensive leadership and management. Formerly Director General of CORA. He will be followed by Mr. Joseph Asua. He's the Senior Coordinator of Rice Valuation Program in Côte d'Ivoire Agency for the Development of Rice Sector, ADERI. He has more than 15 years of experience. The last but not the least is Professor Huo Chongsen. He's a professor, director of Central Laboratory
National Institute for Nutrition and Health, Chinese Center of Disease Control and Prevention. He has extensive experience in research of key technologies for food fortification, micronutrient supplement, and other health promotion for several years. So you can see the qualification, the important experience of our panel members. Distinguished panel members, let's be mindful of the time. The question number one will go, as I said, to His Excellency Sangare to give us a regional overview of challenges from importation and production of rice in West Africa. Excellency, the floor is yours. Bien, merci, Monsieur le coordonnateur sous-régional du bureau de la FAO à Dakar, Monsieur le directeur du CERFAM, chers panélistes, Messieurs les conseillers de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, je voudrais d'entrée de jeu remercier les organisateurs de cette rencontre, la Commission de l'Union africaine, le CERFAM, donc le PAM, le gouvernement de la Côte d'Ivoire et l'OAS sur ce thème extrêmement important de la fortification des aliments en Afrique, donc dans notre région. Je voudrais, sur le thème particulier des importations de riz, sur lequel nous devons intervenir, dire que de façon générale, le riz, comme vous le savez d'ailleurs, beaucoup de prédécesseurs l'ont déjà évoqué, le riz représente une denrée extrêmement importante dans la consommation et dans le panier des ménagères, donc dans la consommation des ménages en Afrique de l'Ouest. Ceci, bien sûr, a connu une évolution fulgurante en raison de l'urbanisation très forte. Également aussi de l'exode rural, où beaucoup de ruraux sont devenus des néo-citadins et les habitudes de consommation ont beaucoup évolué. Et aussi, grâce aux technologies, à la facilité de préparation du riz dans les ménages, qui fait que la pénibilité du travail de préparation, notamment dans les villes et dans les villes de l'intérieur, est assez, si vous voulez, diminuée, facilitant donc la consommation et l'adoption de cette denrée. Au point qu'aujourd'hui, alors que le niveau des besoins de consommation en Afrique de l'Ouest est estimé autour de 21 millions de riz blanc en fin 2020, la production locale qui a connu des progrès extrêmement importants cette dernière décennie, surtout après la crise de 2008, avoisine les 17 millions de tonnes de riz blanchi. Il en résulte un déficit quand même qui n'est pas négligeable en dépit de tous les progrès qui ont été faits, parce que nous sommes partis d'une production en 2010 qui à peine avoisinait les 10 millions, autour de 9 millions 7 de riz blanchi, pour atteindre donc les 17 millions en 2020. Ce qui fait que la croissance de la production, elle est moyennement en dessous
et du niveau de consommation, de la croissance de la consommation, qui est autour de 3% par an, et les importations ont néanmoins connu un recul important, passant des niveaux de 9 millions de tonnes dans les années 2005. Aujourd'hui, nous sommes en dessous de 5 millions de tonnes de riz net importé. Ceci a été possible grâce aux engagements de nos gouvernements. Je rappelle qu'en 2015, nos chefs d'État, lors de l'évaluation de la politique de sécurité alimentaire régionale, ont adopté à Dakar ce qu'il est convenu d'appeler l'offensive riz, qui s'est fixé pour objectif d'atteindre l'autosuffisance régionale en riz blanchi, produit localement en 2025. À 4 ans donc de cette échéance, vous constaterez avec moi que pour atteindre cet objectif en 2025, il faudra produire environ 22 millions de tonnes de riz blanchi dans la région. Et nous avons sur les 4 prochaines années besoin d'un niveau de croissance extrêmement fort, autour de 7,5 points de croissance pour pouvoir atteindre ce résultat. Ceci dit, le constat dans la région est que les efforts, les investissements réalisés et les croissances qui en résultent au niveau des pays de la région sont assez disparates. Nous avons un certain nombre de pays pour lesquels le niveau de croissance de la production rizicole ces dernières années, notamment sur les 5 dernières années, est extrêmement élevé. C'est le cas du Nigeria. Grâce à des politiques fiscales volontaristes ou avec des taux de protection plus de 70%, ce qui va faire sauter, bondir beaucoup peut-être de participants à cette réunion, et également une politique volontaire d'investissement portant sur l'amélioration de la productivité au niveau des petits exploitants et le développement de politiques de partenariat public-privé avec un meilleur accès, une facilitation de l'accès au financement au niveau des entreprises pour le secteur privé, de façon à ce que ce pays, depuis 5 ans, a des niveaux quand même de croissance de sa production de paddy avec des taux de croissance de plus de 2 chiffres par an. Nous avons également des exemples remarquables avec la Côte d'Ivoire, avec le Sénégal, avec le Burkina Faso qui a fait des efforts importants en matière, et le Ghana, en matière aussi d'accroissement de leur production. Ceci dit, ces exemples-là méritent, à notre avis, d'être consolidés, d'être partagés avec les pays pour que nous puissions encore davantage accélérer le processus d'accroissement de la productivité, mais également accroître la compétitivité des productions locales. Au niveau régional, nous sommes aussi préoccupés non pas uniquement que par le riz, mais également par toutes les autres denrées vivrières. Car ne l'oublions pas, dans le panier des ménagères, il y a certes le riz. Pour certains pays, les niveaux de consommation dépassent les 100 kg de riz par an par tête d'habitant. Mais à côté de ce niveau de consommation élevé et de la forte urbanisation, nous constatons heureusement que nos populations consomment
beaucoup de tubercules, beaucoup de maïs, beaucoup, si vous voulez, aussi de légumes. Et tous ces aliments, naturellement, dans les repas alimentaires des familles, constituent l'élément central de préoccupation pour lequel nous souhaitons, au niveau de la CEDEAO, travailler avec les pays membres pour que nous puissions développer, si vous voulez, les supplémentations, disons, alimentaires au niveau des ménages pour valoriser le savoir local. Avec le riz, je citerai essentiellement à ce niveau 2 exemples, avec le riz et le lait. Avec le riz, nous avons des repas traditionnels dans nos pays qui sont des repas, à mon avis, très complets sur le plan nutritif, qui sont préparés sur la base, si vous voulez, de non seulement de riz, mais également avec des apports d'autres ingrédients comme les légumes qui sont produits localement, mais également, je fais référence également au soumara qui est, disons, une ressource forestière qui est exploitée dans nos pays pour produire du soumara avec le néré. Et je pense que également, on peut faire référence au lait. Dans beaucoup de nos pays, nous avons au Sénégal le djakri, ici au Nigeria, en Côte d'Ivoire, du lait qui est préparé avec du mil, avec d'autres produits complémentaires et qui sont largement très nutritifs pour les populations et permettent de s'attaquer à moindre coût, si vous voulez, à disons, l'objectif du combat que nous menons contre la malnutrition. Je voudrais aussi rappeler que la fortification est quelque chose sur lequel, au niveau régional, nous travaillons en complément de ce que je viens de rappeler sur la prise en compte du savoir traditionnel, disons, dans l'alimentation traditionnelle que nous avons et qui répond véritablement aux besoins des consommateurs, disons, à faible coût, qui méritent d'être portés à l'échelle. Mais dans le cadre de la fortification, nous travaillons au niveau régional dans le cadre de la réserve régionale de sécurité alimentaire qui est basée sur des achats locaux de céréales qui sont fortifiés auprès d'opérateurs économiques, auprès de petites et moyennes entreprises, auprès d'ONG qui existent dans la région et avec lesquelles la CEDEAO, en utilisant la réserve financière ou l'assistance d'un certain nombre de bailleurs de fonds, a développé des relations partenariales, par exemple pour fournir à la République du Niger, fortement affectée par les problèmes de malnutrition, de la farine enrichie, du super céréales qui permettent de répondre à des besoins des populations vulnérables. Nous, travaillerons avec les pays et avec les institutions de recherche pour non seulement valoriser les expériences dont le SERPAM nous aide, disons, à partager les connaissances et les technologies qui sont mises au point, les stratégies, de façon à ce que dans les années à venir, nous puissions travailler encore plus fortement sur les problèmes de réglementation, sur les problèmes aussi de sensibilisation, de formation, de renforcement des capacités, sur les problèmes de partenariat public-privé avec les organisations professionnelles, les petits producteurs
mais également en essayant d'avoir un dispositif de surveillance et de contrôle de qualité des aliments dans la région avec la collaboration des pays. Donc voilà succinctement au niveau de la CEDEAO, de la région de l'Afrique de l'Ouest, la situation concernant les importations de riz, mais également notre vision en ce qui concerne la fortification des aliments. Et nous allons envoyer au SERPAM un condensé de la communication que je viens de faire avec, disons, un résumé de nos actions que nous menons sur le terrain avec, avec différents acteurs, dont le PAM, dont également certaines ONG internationales et certaines PME privées de la région qui participent donc à cette réunion. Je vous remercie. Allô, Excellence? Allô? Donc, j'ai terminé. Je ne sais pas si vous me receviez. De mon côté, il y a eu des problèmes. Je ne sais pas si c'est de chez moi ou de chez vous, mais merci beaucoup pour cette présentation qui nous donne encore, nous confirme l'importance du riz dans la sous-région et nous dit également le travail qui est actuellement abattu par la CEDEAO et les pays membres en termes de politique, en termes de stratégie, y compris ce que vous envisagez, ce que vous faites dans le domaine de la fortification. Merci beaucoup, Excellence. Je voudrais passer à notre prochain speaker, Dr. Harold McCall. Dr. Harold, I'm fascinated to hear your views about opportunities and perspectives of rice improvement in food and nutrition security. Dr. Macaulay, you have the floor. Yes. Can you hear me? Yes, I can hear you. Thank you very much, Dr. Gay. It's a pleasure being here. I've been listening to the presentations that have been made since yesterday, and it's quite interesting that a strong advocacy has been made for rice, for food and nutrition security, and especially a lot has been said about the fortification of rice to improve nutrition, not only globally, but in particular in Africa. A lot has been said, so what I'm going to do is just to see whether I could wrap up some of the very key opportunities that exist for contributing to improving nutritional security in Africa, and maybe provide some sensible outlooks that we can base our strategies on in moving forward. But I would just like to stress in the beginning, like what the others have said, that rice is a staple food in most countries in the world, and which is expected to be a staple food for years to come. And this is because of its importance as a food security crop. And this gives it that legitimate position amongst the other cereals that we have been talking about. And why I'm saying this is because over the past 10 years, we have estimated the rate of increase in rice consumption for over 6% over the past 10 years. So this is a very, very important point. And if we're saying this, we should feel comfortable to position rice as a strong candidate for improving nutritional security globally and particularly in Africa.
And evidence of this is seen in most countries, including Cote d'Ivoire, and this has been said. And these countries are purporting using the fortification of rice as a major strategy for reducing the prevalence of anemia and other micronutrient deficiency diseases, and especially to fight hidden hunger on a large scale. And I think this is what we're talking about. It's not just fighting but hidden hunger, but fighting it on a large scale, and also without changing dietary habits. Now, these two things are very important, and these are all the reasons why rice is featuring so much in these discussions. Now, just like to suggest or propose to you 5 key situations that are opportunities for contributing to improving, for rice, for contributing to improving nutritional security in Africa. Now, we have spoken about the high consumption rate of rice and in different forms. And this makes it well suited for diet diversification and fortification programs that are aimed at reducing micronutrient deficiency. We have seen, and it has been mentioned, that the consumption rate in Africa averages roughly about 100 kilograms per capita, which is not very far from Asia at all. Some countries, I can assure you, for example, the president of SEPTEMBRE has said that in Cote d'Ivoire, we're at 192 kilos per person. That's pretty high. The country where I come from, Sierra Leone, it ranges from region to region, and I can assure you that in some regions we're at almost 200 kilos. So rice is really there, being consumed. It is relatively cheap. The average price of rice in Africa is $0.8, and this makes it affordable to vulnerable populations. It's easy to cook. It takes less than 35 minutes to cook, and it's tasty. And the commissioner has said that rice is being consumed now in urban areas. It's so comfortable, easy to cook, and people just come in, boil it, and eat it rapidly. Rice can also be consumed in different forms, boiled, as porridge, or as bakery products all over the world, and in particular in Africa. And the Commission has mentioned some of the interesting ways that we can consume rice in Africa. But it is also consumed associated with other micronutrient-rich foods such as meat, fish, and vegetables that are enhancers of micronutrient bioavailability. So in terms of the consumption of rice, this is a great opportunity. Another opportunity is that we can see, and this might come up in the next presentation, that local rice production zones have been organized now in most African countries. So it's not the fact that rice has been going everywhere. We are organizing ourselves around production zones where rice research and development activities are implemented by a multitude of stakeholders to boost rice productivity, production, and marketing of rice and its byproducts. Now, the organization and professionalization of rice value chain actors provide opportunities for rapid scaling of technologies, and especially those technologies linked to rice biofortification, obviously, which could also enhance micronutrient content as well as the bioavailability of these macronutrients. A third opportunity lies in the steady income source from rice value chain activities. We're doing a lot of work now to attract, especially the youths and women, to create enterprises around the rice value chain, from production to consumption. And obviously, this is beneficial in the sense that they would earn quite substantive amount of money. It's going to be very, very lucrative if it's well done. And this could provide a source of income either for the acquisition of micronutrient-rich foods, such as meat and fish, for example, or also enhancers of micronutrient bioavailability, such as vegetables and fruits, or these resources that can even be used to produce these foods. So it's actually buying them,
when they have the resources to, or producing them when they have the resources. So the opportunities is pretty large. A fourth opportunity would look at imported rice. To be honest, I don't like talking about imported rice. My job is to ensure that we create rice self-sufficiency in Africa. So we normally don't talk about imported rice. But in this case, I think it's important to mention it because it's happening. Imported rice comes through, they come through coastal ports in African countries. And this provides the opportunity of opening processing terminals close to these ports where imported rice can be fortified with existing premixes, or requests could be made for all imported rice to be fortified prior to shipment into countries. And a lot has been said about this, but it is important that this is an opportunity. Even if we're importing rice, we can actually create the opportunity of opening processing terminals close to the spots where we can biofortify imported rice. A fifth, and not the least, of these opportunities is the commitment of states and stakeholders. Now, it's important, and I think this was also said by Madam Goran, that this is important for critically upgrading the rice value chain, boosting domestic rice productivity, production, and marketing, thus providing an opportunity for the rice value chain in its entirety to reduce micronutrient deficiency in Africa. So these are five, there are several, but these are five main key opportunities that I think that we can look at. In terms of the outputs, the perspectives for improving rice for nutritional security in Africa, this could be based on a combination of 4 key strategies that are known to improve micronutrient supply. We don't want to reinvent the wheel, and I want to keep this associated, closely linked to biofortification and fortification of rice. The 4 strategies are known: supplementation, dietary diversification, direct fortification, and biofortification. Now, with one of them, the supplementation, this obviously provides micronutrient sources in the form of pills and similar products in addition to daily diets. But this has been said, are we going to go down that road? I don't think so. This approach is difficult to implement in Africa due to the absence of organized health systems, especially in rural areas. And I don't think, in my perspective, I would consider this for the time being. I would base my, I would look at other perspectives like that are associated with dietary diversification, which aims to increase the availability and intake of food that is rich in bioavailable micronutrients. And these include early maturing rice varieties that we develop at Africa Rice with our partners, and I can give some examples. Orilux 6 is perfume rice, short early maturing variety, and it's highly it interests a lot of consumers, and it's preferred by both farmers and consumers. It favors multiple cropping such as vegetable, rice, vegetable on the same piece of land, and this will also allow free up of time for farmers to engage in other agricultural activities such as livestock production and food farming that can help in the process of enhancing fortification of rice. A second is rice ecologies. We have all of them: inland valley bottom, floodplain irrigated systems. We have all of this, and we can combine rice with fish production. And for example, in Madagascar, this combination shows high success rates. For example, where 70% of freshwater aquaculture comes from rice fish culture in Madagascar. And obviously, this situation is also found in other countries. Rice byproducts is also important, using the rice straw, rice bran, rice husk, and this can be used to support livestock and vegetable production, amongst other things. Now, perspectives which are linked to direct fortification and which enhance the levels of bioavailable micronutrients in frequently consumed foods, either by adding
micronutrients or by decreasing the effects of inhibitors to nutritional absorption. Now, these include investments that are focused on centralized processing and storage facilities to facilitate blending of premixes with consumer preferred rice brands of varieties. For example, in Côte d'Ivoire, white and parboiled imported brands and some domestic varieties such as Ecologies, GT11, WAP6, 638, Vitanef, and C26. These are really preferred varieties in Côte d'Ivoire, and these are highly appreciated by consumers. And these varieties could be included in the fortification program. Improved rice processing methods, such as rice parboiling and flour processing, will increase micronutrient content and bioavailability. This could be intensified. 2 more minutes. Yes, during the parboiling process, nutrients from the outer layer of the endosperm move into from the pericarp, the seed coat, move into the endosperm, and this makes the rice more nutritional. A lot has been said before, and I don't want to go into this, but this is a perspective that we can explore. With regards to biofortification, we can look at it in 2 ways. Agronomic biofortification, which results in increased grain production, nutritional quality, as well as high micronutrient concentrations. And these could be done through seed priming and soil or foliar application, or dipping rice seedling in micronutrient solution, or their combination, and fertilization with nitrogen, phosphorus, and potassium fertilizers associated with iron and zinc. And obviously, last but not least of these perspectives, is the using existing biofortified rice varieties. We can carry on our evaluation of these and propose these to the population, so that this would this would help enhance the promotion in Africa to provide opportunities for growing and marketing micronutrient rice in Africa. Now, just a few, in conclusion, I would like to provide just an important message. Now, the projected increase in the rate of rice consumption in Africa is an important opportunity for measures to be taken along the rice value chain to improve nutritional security, create a healthier, and to create a healthier Africa. In addition, and this has been said, in addition to ongoing efforts to establish strategies, policies, regulations, etc., I believe that a robust awareness creation program and also links with the public and private sector should be put in place, as I believe that this will enhance biofortification of rice along the rice value chain. So these are a few of my insights that I wanted to share with. Thank you. Thank you very much, Dr. McCoy, for that very comprehensive presentation. You show to us even the importance of rice with the per capita consumption, which is for me is very, very high. And you also talk to us in a very articulated way about opportunities that are there, and also what the perspectives could be. You clearly indicated that the need for fortification also is important, but this will need science, innovation, policies, and you name it, capacity, and so on. Thank you very much for that. Je vais demander à Monsieur Joseph Assoua de nous parler un peu selon les perspectives de la Côte d'Ivoire, l'importance d'investissement dans la chaîne de valeur du riz et nous donner des exemples surtout de la dérive d'où il vient. Monsieur Assoua, vous avez la parole. Merci. Monsieur le représentant du PAM, Monsieur le directeur du CFAM, Madame la conseillère, chers participants, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole est respecté. Je tiens d'entrée de jeu à vous transmettre les salutations et les remerciements de M. Yacouba Dambélé, directeur général de l'ADERI, pour les questions importantes et urgentes, n'a pas pu être présent ce matin.
Il me demande de vous transmettre encore ses remerciements parce qu'il porte personnellement cette initiative de fortification au niveau de l'ADERI. J'ai une présentation à faire, je ne sais pas si je la fais directement dans mon ordinateur. La présentation, s'il vous plaît. D'accord. La présentation est prête? Non? C'est pas prêt, je peux aller directement. Non, la présentation est là. D'accord. Donc, la présentation de ce matin est en phase avec le thème de cette session, qui est quelles améliorations dans l'enrichissement pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Slide suivant. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, nous allons, avant ça, donc, dans le plan de présentation, il y a un contexte que nous allons rapidement présenter. Et par la suite, nous allons présenter les opportunités. Voilà, les opportunités de la chaîne des valeurs du riz en Côte d'Ivoire. Et après, ce que l'ADERI fait de façon précise dans le processus actuel d'enrichissement. Et nous allons atterrir sur des axes d'amélioration dans l'enrichissement et dans le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Allons-y, diapo suivante, s'il vous plaît. Okay. Donc, le contexte global ici, comme l'a rappelé toutes les autorités qui ont fait l'ouverture hier, il y a la sécurité alimentaire, il y a la lutte contre la faim et la malnutrition à travers un changement systémique. Il y a la volonté de transformation des chaînes de valeur alimentaires afin de rendre les systèmes alimentaires résilients, sains et nutritifs. Et il y a, le plus important, un environnement politique favorable à la fortification à travers des cadres réglementaires et des actions du gouvernement, comme l'a souligné le ministre secrétaire général du gouvernement lors de son intervention hier. Donc, le premier élément sur lequel nous allons tabler, nous allons essayer de répondre un peu en termes d'opportunités de la Côte d'Ivoire au niveau de la fortification. Donc, quelles sont les opportunités aujourd'hui au niveau de la fortification? Nous avons comme première opportunité la détermination politique du gouvernement ivoirien, qui est marquée par la création de l'ADERI, dont je fais partie, qui est sous la tutelle technique du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, et sous la tutelle financière du ministère du Budget. Donc, l'ADERI, dans le cadre de la conduite de ses activités, est le levier opérationnel, pour ne pas dire l'instrument de terrain de l'État de Côte d'Ivoire en matière de conduite de toute la politique rizicole. Donc, dans ce cadre-là, l'ADERI accompagne tous les acteurs de la chaîne des valeurs à travers des projets de développement. Comme deuxième élément d'opportunité, nous avons des facteurs naturels favorables à la riziculture. Tout le monde sait que la Côte d'Ivoire a un potentiel important de terres rizicultivables, un climat très favorable avec une pluviométrie abondante. On continue, s'il vous plaît. Troisième opportunité identifiée, nous avons une filière organisée. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a une structuration au niveau des acteurs à travers la création d'une organisation interprofessionnelle. Autre élément, nous avons des producteurs qui ont un niveau considérable de savoir-faire, avec toute une expérience, avec même l'autosuffisance qui a été atteinte dans les années 70. Et nous avons aussi une recherche qui est très performante, avec l'existence de variétés très prisées, à très bon rendement, donc favorables aux producteurs. Nous avons la présence en Côte d'Ivoire de plusieurs organismes de recherche, notamment le Centre national de recherche agronomique, Africa Rice et plusieurs coopérations techniques avec notamment la Chine qui nous permettent de sortir de très bonnes variétés, voilà,
qui sont demandés par la population. Au niveau industriel, nous avons un tissu qui est très développé. Je pense que Madame la conseillère a présenté succinctement ça avec le professeur Albarin. Mais l'État a investi dans des capacités de transformation avec des unités de 5 tonnes heure et une centaine d'unités de 2 tonnes heure. À ces unités de transformation-là, l'État est dans un processus permanent de renforcement des capacités des unités existantes. Le professeur Albarin avait parlé de plus de 2000 unités. Et on renforce ces capacités-là en termes d'équipement d'amélioration de la qualité, notamment des épierreurs, des nettoyeurs. Au niveau de la distribution, nous avons comme opportunité une structuration en cours. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'État a commencé par la base avec des aménagements, des infrastructures de production, des infrastructures de transformation. Et nous sommes à l'étape de la structuration de la distribution à travers le développement de mécanismes de mise à marché, notamment la labellisation du riz de Côte d'Ivoire, la traçabilité, la digitalisation et les infrastructures de stockage, de conservation et de mise à marché qui sont en cours. Et il y a surtout la dynamisation actuelle de la chaîne d'approvisionnement qui permettra de garantir la disponibilité du riz, disponibilité permanente sur toute l'année, et surtout de lutter contre la cherté de la vie. Donc, le dernier élément qui constitue une opportunité, c'est le marché national. Parce que dans tout ce qu'on développe comme approche alimentaire, si le marché n'existe pas, généralement, ça ne nous emmène pas très bien loin. Donc, le riz aujourd'hui est l'aliment le plus prisé du fait de ses atouts culinaires et puis aussi de l'urbanisation, avec un marché de près de 2 millions de tonnes par an. Donc, il y a vraiment de la marge pour le développement de la chaîne des valeurs et puis pour l'introduction de la fortification. Donc, pour conclure sur cette première partie, on peut dire que la chaîne des valeurs du riz en Côte d'Ivoire présente tous les atouts naturels, humains, technologiques, économiques et sociologiques pour la sécurité alimentaire en riz, produit et enrichi localement. Que fait l'ADRI dans tout ce processus? Ce qu'il faut savoir, voilà, d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ADRI conduit la politique de l'État en matière de riz. Donc, cette politique vise la couverture des besoins de consommation par la production locale, la mise à marché d'un riz de bonne qualité, l'amélioration de la productivité. Donc, en somme, bien nourrir la population dans des conditions profitables pour tous les acteurs. Pour ça, l'ADRI a un ensemble de mesures prioritaires sur toute la chaîne des valeurs. On va un peu passer ça. Donc, en ce qui concerne la fortification, concrètement, la présentation de Madame la conseillère, on peut aller au slide suivant, à balayer ça, et avec le professeur Albarin dans les détails. Nous avons accompagné en tant qu'acteur clé du dispositif d'enrichissement la réalisation des études de faisabilité. Ce n'est pas cette diapo, c'est la diapo d'après. Voilà. La formulation du modèle ivoirien de fortification à travers plusieurs ateliers. Nous avons travaillé aussi avec le consultant en charge de la fortification sur l'évaluation des coûts et avec comme résultat un avantage concurrentiel pour le riz local. Okay. Donc, à court terme, qu'est-ce que l'ADRI prévoit pour accompagner ce processus? D'abord, la mise en œuvre d'un projet pilote de fortification avec le PAM, le renforcement des capacités de certaines unités de transformation qui ont déjà été identifiées parce qu'elles ont le plateau technique qu'il faut, la facilitation de la commercialisation même de ce riz-là avec un test d'acceptabilité du riz fortifié dans des circuits classiques et puis la promotion de ce riz fortifié-là. En termes d'axes d'amélioration dans l'enrichissement, pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'ADRI fait un plaidoyer à l'endroit des partenaires techniques
et du PAM, principalement pour la mise à niveau des acteurs de la filière et l'implémentation d'une stratégie opérationnelle de fortification du riz. L'ADRI souhaite aussi une étroite collaboration avec le PAM pour la promotion du riz fortifié et la mise en œuvre de projets de renforcement de capacité. L'ADRI recommande aussi le développement de débouchés institutionnels pour le riz fortifié, notamment avec les cantines, les hôpitaux, les maternités. Et l'ADRI souhaite un appui du gouvernement, des institutions régionales, des partenaires au développement du secteur privé, pour le développement de la chaîne des valeurs du riz, parce que le riz est le vecteur de tout le processus de fortification. S'il n'est pas fort, vous combinez avec moi que la fortification aussi sera faite par derrière. Donc, il faut accompagner aussi la chaîne des valeurs dans son développement. Et finalement, l'ADRI souhaite aussi la mise en place d'une plateforme nationale et régionale qui serait permanente pour le partage d'expériences et la veille sur l'enrichissement du riz. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur Aswan, pour cette présentation succincte mais claire. Les besoins de l'ADRI ont été clairement exprimés. Vous avez également montré les opportunités qui existent le long de la chaîne des valeurs et également ce qui est prévu aujourd'hui en matière de fortification du riz et les besoins, comme j'ai dit tout à l'heure, les besoins, le mandat de l'ADRI. Merci infiniment pour cette présentation. On s'excuse pour le temps. Now, let's go to the last presenter, the last not the least, Professor Woo Jung-sen. Please tell us how important investment in rice value chain is, and in particular, rice fortification and micronutrient. Dr. Robert, ladies and gentlemen. You will have 10 minutes maximum, 10 minutes. Okay. Good morning. I'm going to give a very brief introduction on rice fortification in China. Some data from National Nutrition Survey listed in the table shows that most of the population do not consume enough macronutrients. For example, based on the reference man intake calculation, there are more than 90% of population whose daily intakes of calcium and vitamin B2 are less than the estimated average requirement. That suggested the high risk potential of macronutrients deficiency of Chinese residents. Okay, let me show the PPT like this. So this page shows that there are two major staple grains, rice and wheat flour. The rice consumption for a reference man per day is about 177 grams per day. The consumption of rice and wheat accounts for 95% of the staple grains in China. Therefore, it was suggested that both rice and wheat should be fortified in order to satisfy the requirement of most of the people. Chinese fortification standard allows voluntary fortification for most pre-packed food, including staple food, condiments, soft drinks, and etc. The fortification
projects led by Chinese government are listed in the page. Iodine salts is the only mandatory fortification project. Yin Yang Bao as a home fortification project, which delivered complementary food for 6 to 24 months infants, has covered about half of the rural regions. Other government promoted projects including iron fortified soy sauce, vitamins and minerals fortified wheat flour, and vitamin A fortified cooking oil. Cold extrusion technology had been established by two companies, COFCO and Ecologies, during 2004 to 2007. The cold extrusion facilities for both manufacturers was made by Buller Company. The capacity of both manufacturers is about 5,000 kilograms per day. Ecologies had produced fortified rice products, and the products was used for students' intervention study. National Institute for Nutrition and Health, China CDC, has conducted an intervention study with Ecologies in boarding schools named Dietary School, which was established for children in migrant families for rural to urban. That means those students are vulnerable populations for micronutrients deficiency. 7 micronutrients were fortified with dosages permitted by the National Fortification Standard. Dietary School supplies 3 meals for students per day in the weekdays. Ecologies was used in the school canteen for all the students for 10 months. Students were fully informed about the observation, and about 600 students voluntarily participated for the study. The result of intervention studies showed that compared with the baseline, the rice intervention significantly increased the blood hemoglobin level and serum ferritin level. The anemia rate decreased from 14.1% before intervention to 2.5% after 10 months intervention, while iron deficiency decreased from 25.6% to 2.5%. The measurement of serum and urine samples also showed significantly remissions of vitamin A, zinc, B1, and B2 status after the fortified rice intervention. The analysis of diet macronutrients contents showed that after rice fortification, the intakes of fortified macronutrients, including vitamins and minerals, were from inadequate changed to adequate. For example, the vitamin A intake before intervention accounts only 47% of the RNI, but reached more than 90% after rice fortification. The measurement of cognitive performance suggested that rice fortification has increased scores of 4 indexes, such as total score of basic cognitive ability. However, the rice fortification was not further developed to be a national action in China. The causes are comprehensive, but less awareness of consumers on fortified rice should be one of the reasons that makes the hesitation of the potential producers to produce fortified rice to supply in the market. For the academic point of view, we believe invest to rice fortification is extremely valuable in both economic and social development of a country like China. It is believed that rice fortification would be moved forward because of the continuously increase of awareness on nutrition and health in the whole country.
The rice fortification situation in China could be summarized as follows. Firstly, rice fortification had been suggested as mass fortification strategies in China. Secondly, advanced technology and manufacture capability has been established. Thirdly, intervention study in boarding school students showed the benefit of fortified rice intervention. Fourthly, many reasons impacted on the rice fortification promotion in China. Lower social awareness and benefit of rice fortification is considered the main barrier. But we believe rice fortification will move forward in China in the future because of the high prevalence of micronutrient deficiency. Thank you very much. My presentation is now finished. Thank you. Thank you. Thank you very, very much, Professor, for keeping really to the time that is allocated with a very important and interesting presentation that shows very well the importance of science, research in fortification, but also the importance of technologies, of capacities at national level, and also the importance of developing standards, and also raising awareness of the people, of the consumers, and the implication of the private sector. So these are some of the very important key points that I retained from that presentation. Thank you very much. And this brings us to the end of this session. We have really few minutes to open for the questions from the audience. If some people have questions or comments, or they want to contribute, this is the time. Please be brief and use also the chat. If we don't have time to answer to all questions, I think SEPTEMBRE will be available to live with you later to provide you some of the answers. So with this, thank you very much, all panelists, for your presentation, and the floor is open for the questions. Dr. Gay, please. I send you one from direct message, if you can see. You are mute. No, I don't know. I don't know if you sent me a message. No, I cannot see it. All right, let's see. Okay, the question, there is one question to Roy Macaulay. Roy, your French isn't better than mine, so the question is in French. Comment est-ce que le consommateur averti pourra vérifier si le riz qu'il consomme est fortifié? Okay. Oui, je me demande si c'est une question à laquelle je peux répondre, mais je pense que pour l'instant, au niveau de la recherche, on n'a pas mis en place des systèmes qui permettent de vérifier si le riz qui est importé est fortifié. Mais j'imagine que avec les institutions de certification, donc comme le Canada, l'ANADA ici en Côte d'Ivoire, ils seront capables de mettre en place
un système qui permet de vérifier à chaque fois que le riz est importé, de vérifier si les spécifications qui ont été précisées par les importateurs sont respectées. Donc, à travers des techniques qu'il peut utiliser pour faire ça. Bon, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est de regarder de faire des expériences, et c'est au début, hein, on est au début sur le shelf life, je ne sais pas comment appeler ça. Quelqu'un a posé cette question. Donc là, on est en train de voir à travers des expériences si on peut permettre de donner quelques informations sur le shelf life, c'est-à-dire le temps que la durée de la période de fortification des macronutriments dans le riz, donc différents produits de riz. Voilà, je ne sais pas si ça peut satisfaire. Yeah. Merci beaucoup. But I would like to hear also the perspective of China on that same question, Professor Johnson. I will repeat the question in English. There is a question from one participant, and I know you are advanced in fortification, and the question is, when you actually eat rice, and if that rice is fortified, can you tell what indicator, can a consumer tell that that rice is fortified or not fortified? The answer is the consumer cannot identify which is fortified and which is not fortified if the artificial nutrient rice kernel is very precisely processed without any different color, any different shape. No, the consumer cannot identify it. Okay, thank you very much. I think it's translated, so I don't need to translate. With that, I don't see any hands or any participant that want to make questions to have a question. And this shows the quality of the presentation was clear. I would like once more to congratulate really SEPTEMBRE for this important conference on an important issue, which is fortification. I would like also to congratulate and thank all our panelists that did very, very well. We cover the perspective from the sub-region, from decision makers in the sub-region to countries and also to international institutions and to national scientific communities, and we can show clearly the importance, as I said, the importance of technology. And this is very, very important, that if we want to embark on fortification, we have to make sure, and as what was said during the presentation, we need to build our own capacity. We need to understand what it is. We need to have investment in that, but also we need to make the population, the consumers, aware of what it is, the importance of it, what they get out of it, and I think that will help also in the distribution and commercialization. With that, I will stop here, and I hope that you enjoyed the session, and I will call on the next presenter or go to the main moderator. Thank you very much. Merci beaucoup, Robert. Merci pour cette session très enrichissante et merci à tous les intervenants et à tous les présentateurs et merci particulier au commissaire Sekou pour avoir partagé avec nous toute cette expérience et la perspective vue du côté de la commission de l'ECOWAS. Merci beaucoup à tous.